Bonsoir à tous. D'abord, je voulais remercier la Société astronomique de Bourgogne. C'est vrai que ça fait plaisir d'être là parce qu'on en entend parler souvent, hein, que ce soit dans Ciel et Espace ou dans l'astronomie. Donc c'est quand même effectivement une grande association française. Donc merci et je suis très content d'être là. Alors ce soir, je voudrais vous emmener un petit peu en voyage sur Terre et sur les autres planètes. Et pour vous montrer que voilà, le système solaire, c'est pas quelque chose où il ne se passe rien. On est sans cesse finalement submergé de choses qu'on rencontre de part et d'autre, hein, sur Terre, sur la Lune, sur toutes les autres planètes. Et je voulais voilà, vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui, notamment sur toute cette connaissance sur les météores, sur les cratères. C'est vrai que sur Terre, hein, vous allez le voir, on rencontre quand même pas mal de cailloux tous les ans. Et donc, essayer de vous montrer un petit peu les risques d'impact qui existent sur notre planète Terre. Je vous rappelle quand même à tous qu'on est sur un grand vaisseau spatial qui est la Terre. On voyage quand même à 110 000 km/h autour du Soleil. Hein, donc on fait un voyage quasiment tous les ans de 1 milliard de kilomètres, donc c'est pas rien. Et sur ce chemin autour de la Terre, eh bien, on va rencontrer des obstacles. Et notamment, on va rencontrer beaucoup de roches extraterrestres. Et ces roches extraterrestres, évidemment, il va y en avoir de toutes petites, des poussières. Il va y en avoir des plus grosses, et de temps en temps, heureusement un peu plus rarement, mais de très très grosses, qui va évidemment de temps en temps poser de gros problèmes à notre planète Terre. Alors ce soir déjà, je voulais vous montrer que vous avez déjà tous vu des roches extraterrestres. Puisque effectivement la Terre, tous les ans, rencontre 10 000 tonnes de roches extraterrestres. Ces 10 000 tonnes, c'est évidemment un gros chiffre, hein, et heureusement pour nous, eh bien, on a un truc qui s'appelle l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est heureusement parce que si cette atmosphère n'était pas là pour arrêter 99% de ces 10 000 tonnes, eh bien, on ne serait pas là. Parce que je peux vous assurer que si vous vivez sur la Lune un bon bout de temps, vous avez une forte probabilité de vous prendre un petit bout de caillou sur la tête. Alors, ces 10 000 tonnes, d'où elles viennent? Eh bien, naturellement, de deux corps principaux qu'on appelle les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes, ce sont ces petits corps rocheux qui, pour la plupart, tournent entre Mars et Jupiter. Et les comètes, ce sont ces corps glacés qui viennent un petit peu du confin de notre système solaire. Et régulièrement, eh bien, la Terre rentre en collision avec de petites particules qui viennent de ces corps. Il faut savoir que la Terre, hein, comme on représente en haut à gauche, eh bien, voyage sur son orbite. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, régulièrement sur son orbite, la Terre va rentrer sans cesse dans des nuages de poussière, principalement cométaires, des nuages de poussière. Et quand vous rentrez à 110 000 km/h dans un nuage comme ça, eh bien, naturellement, ces particules vont aller très très vite. Et ces deux petites particules, quand elles arrivent en haut de l'atmosphère terrestre à des vitesses de 10, 20, 30 km/s, et bien quand vous avez une poussière qui va aussi vite et qui rentre, vous allez avoir de l'échauffement et la petite poussière va commencer à brûler et vous allez avoir une étoile filante. Vous allez avoir cette traînée lumineuse, très lumineuse, que vous pouvez voir dans le ciel, que j'espère que vous avez tous vu au moins une fois, puisque effectivement, par exemple, au mois d'août, vous connaissez tous la nuit des étoiles, on en parlait avec Vincent tout à l'heure, c'est un événement effectivement à ne pas rater pour au moins voir eh bien, ces étoiles filantes. Alors des étoiles filantes, il n'y en a pas qu'au mois d'août, hein. Naturellement c'est sympa parce que vous pouvez vous allonger sur votre gazon tranquillement, pas de problème. Sauf qu'évidemment il y en a tous les mois, il y en a quasiment tous les jours. La Terre traverse plus de 305 météoroïdes par an, c'est-à-dire 300 petits globes de poussière qui est sur l'orbite terrestre. Et à chaque fois qu'on rentre dedans, eh bien ces poussières brûlent et fait des météores. Alors, je ne sais pas si vous regardez un petit peu sur cette image, ça c'est une image qui montre finalement une nuit d'observation pendant un essaim d'étoiles filantes. Vous voyez que vous avez une espèce d'aspect radial, toutes les météores semblent venir d'un point, ce point-là, ici, qu'on appelle le radiant. Ce radiant, c'est simple, c'est tout simplement la direction vers laquelle se dirige la Terre. La Terre, je vous le rappelle, 110 000 km/h fonce et à un moment donné rentre dans un gros nuage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, exactement la même chose quand vous êtes dans votre voiture, que vous roulez à 100 km/h, vous avez qui neige. Si vous rentrez dans cette neige avec la vitesse, eh bien, vous aurez l'impression que tous les flocons de neige viennent d'un point. Ça sera tout simplement la direction vers laquelle se dirige votre voiture. Et bien, c'est la même chose avec votre planète Terre. La planète Terre va vite et d'un coup, eh bien, on va avoir cette entrée, cette sensation de vitesse avec tous ces météores.
Alors ces météores, il y en a un particulier qui a été assez incroyable. Un météore, hein, par définition, c'est un phénomène lumineux. Alors, un arc-en-ciel est un météore. Je ne vais pas mélanger les deux. C'est que par abus de langage, un météore, c'est une étoile filante ou une grosse étoile filante, un bolide qui est apparu dans le ciel. Et il y en a un qui a marqué les esprits il y a 1 an. Je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est le météore de Chelyabinsk, en Sibérie, le 15 février dernier. Alors, le 15 février dernier, c'est très marrant parce que je ne sais pas si les astronomes amateurs se rappellent de ce jour-là, mais le même jour, le 15 février au matin, le 15 février au soir, pardon, il y avait le passage prévu d'un astéroïde qui s'appelait 2012 DA14, et ce 2012 DA14 devait passer à peu près à 27 000 km de la Terre. Et le 14 février, évidemment, les journalistes nous contactent, nous téléphonent, nous disent « alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un risque, est-ce qu'on va se le prendre sur la tête ?» Nous, évidemment, en tant que scientifiques, mais non, pas de problème. Il passe à 27 000 km de la Terre, aucun risque. Évidemment, le lendemain matin, 9 heures plus tard, il y avait un caillou de 17 mètres qui rentrait sur la planète Terre et qui faisait 1000 blessés. Alors évidemment, d'un coup, là, qu'est-ce que c'est que cette fourbi? Et d'un coup, on avait un peu plus de mal à expliquer ce qui s'était passé. Et la première question, c'est le caillou qu'on a observé le soir même, le 15 février, est-ce qu'il avait une connexion avec le caillou qui était rentré en Sibérie? La réponse est non, hein, les orbites étaient complètement différentes, et finalement, eh bien, il y a chance, la probabilité était très faible, mais le jour même, le même jour, eh bien, on a eu un caillou de 40 mètres qui est passé à 27 000 km de la Terre, et un autre de 17 mètres qui est rentré en collision avec la Terre. Alors ce jour-là, c'était assez incroyable, parce que on était, imaginez-vous, hein, c'était un petit matin, 9 h du matin en Sibérie, il y avait énormément de monde qui roulait sur la route, et là d'un coup, quelque chose d'extrêmement lumineux est apparu dans le ciel. Extrêmement lumineux, un gros bolide. Il y a énormément de personnes qui ont pensé que ça y est, c'était une attaque, c'était la guerre, hein, parce que imaginez-vous, vous avez ça qui débarque, c'est quand même assez étrange. Et les témoignages disaient que c'était tellement lumineux que c'était impossible de le voir comme ça, de visu, hein, c'était trop brillant, beaucoup plus brillant que le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous voyez hein, une espèce de trajectoire rectiligne. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, un bolide de 17 mètres de diamètre qui est arrivé à une vitesse de 18 km/s. L'objet est arrivé très vite au-dessus de la Sibérie, et à ce moment-là, il est rentré, il s'est échauffé, une grosse partie eh bien, a commencé à fondre, et à 30 km, les contraintes étaient tellement fortes autour du bolide qu'il s'est fragmenté, qu'il a explosé. Et du coup, ça a donné cet éclair très très lumineux que vous voyez sur toutes ces images. Alors une question, hein, évidemment, imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train de travailler dans votre bureau, vous voyez d'un coup un éclair apparaître de loin un peu à la fenêtre, c'est quoi votre premier réflexe? C'est d'aller à la fenêtre, voir ce qui s'est passé. Et bien, première chose à apprendre ce soir, c'est que la prochaine fois que vous voyez un gros truc lumineux qui apparaît à travers votre fenêtre, n'allez pas voir à la fenêtre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est que l'objet est arrivé, très très lumineux, tout le monde est allé à la fenêtre pour voir ce qui s'était passé. Sauf que ce qu'on a oublié, c'est que la fragmentation à 1 minute 30, la fragmentation qui a eu lieu à 30 km a provoqué une onde de choc. Et cette onde de choc s'est propagée à la vitesse du son. Et 1 minute 30 plus tard, après le gros flash lumineux, eh bien l'onde de choc est arrivée au sol et a soufflé complètement les vitres. Et évidemment, toutes les personnes qui étaient derrière les fenêtres eh bien, ont pris des débris verts. Donc la prochaine fois, bon, on n'aura peut-être pas tous les jours, mais bon, on ne sait jamais, pourquoi pas ici, on espère en France dans les prochaines années, parce que nous on serait bien contents de pouvoir l'étudier. Toujours est-il que si la prochaine fois, sortez, hein, allez observer, parce que ça doit être magnifique, et regardez ce phénomène, c'est la première fois qu'on a un bolide aussi bien documenté. Alors pas forcément pour les bonnes raisons, il faut savoir quand même que toutes les caméras, c'était des caméras en général qui étaient installées dans les voitures, et en général, c'est plutôt pour des fraudes à l'assurance, pour essayer d'éviter les agressions. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a eu énormément de témoignages vidéo pour des raisons un peu obscures de cette région-là de la Russie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous, on est très contents d'avoir eu ce bolide parce que pour la première fois, voilà, on a eu une source de données assez incroyable à étudier. Alors en France, la question c'est, est-ce qu'en France on reçoit des météorites? Il n'y a pas de raison que non. Je vous ai dit 10 000 tonnes sur Terre, eh bien il y a une grosse partie qui tombe en France. Évidemment, nous on est très heureux de ça, et on espère qu'il y en aura plein dans les prochaines années.
Alors évidemment, pas forcément sur Dijon même, mais un petit peu autour. Une observation très intéressante qui a été faite durant les 2 derniers siècles, on a listé eh bien, les observations, les chutes de météorites qui ont été observées dans le ciel et qui ont été retrouvées au sol. Au 19e siècle, 45 météorites retrouvées avec l'observation. Et au 20e, 9 météorites seulement. Alors à votre avis, à quoi c'est dû cette baisse? Les gens regardent moins, ouais. Les gens regardent moins. Et effectivement, alors, 19e siècle, il y avait beaucoup de gens dehors. Et effectivement, 20e siècle, l'urbanisation, la télé, la pollution lumineuse, etc. Et donc, du coup, bah, voilà, moins de météorites de détecter. Et l'objectif, aujourd'hui, évidemment, nous, on est un peu frustrés. 9 météorites seulement en France, c'est vraiment pas un bon résultat. Et du coup, bah, on a décidé, il n'y a pas longtemps, de remédier un petit peu à ce problème-là, en faisant, eh bien, en développant un vaste projet national qu'on appelle Fripon. Et donc c'est Fripon Vigiciel. Alors Fripon, c'est un réseau, on s'est dit on était tous des fripons parce qu'on tous retrouvait ces petites météorites qui se cachaient un petit peu. Fripon, ça veut dire Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Bon, c'est un acronyme en anglais, mais voilà, c'est un programme scientifique qui vient d'être financé donc, par l'Agence nationale de la recherche. Et ce programme Fripon Vigiciel, donc Fripon c'est la partie scientifique, Vigiciel c'est la partie pédagogique. Et ce projet en fait a pour but d'installer en France 100 caméras comme celle-ci, là en bas à gauche, des petites caméras qu'on appelle des caméras all sky, c'est-à-dire des caméras qui sont capables d'enregistrer le ciel en continu sur 360 degrés. Et donc des petites caméras comme ça, eh bien, on va en installer partout en France, une centaine, avec une distance entre chacune d'elles entre 50 et 100 km. Et évidemment, en Bourgogne, je tiens à préciser que nous avons notre responsable régional, Vincent Coulon, qui est le vice-président de la SAB et bien sera le responsable régional de ce projet. Et il y aura une caméra installée donc, sur l'université de Dijon. Et il y aura 7 caméras en fait, au total installées en Bourgogne. Alors ces caméras, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont enregistrer en continu, nuit et jour, parce qu'évidemment, même si c'est plus facile de voir les bolides de nuit, eh bien c'est aussi possible de jour. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir détecter eh bien, tous ces bolides 24 heures sur 24. Et régulièrement, eh bien, naturellement, comme on va avoir une couverture totale du ciel français et en continu, eh bien l'objectif, c'est que dès qu'on aura un bolide qui va apparaître dans le ciel, on sera capable de le détecter avec quelques dizaines de caméras. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand un météore arrive? Le météore, je vous l'ai dit, imaginez-vous une roche, une météorite qui mesure 10 cm, 1 mètre éventuellement. Donc ça, il y en a quand même régulièrement. On estime, on pense, statistiquement, qu'il devrait y avoir à peu près 10 grosses chutes par an en France. 10 grosses chutes de météorites centimétriques, voire plus, en France. Et sur ces 10, on espère pouvoir en récupérer une ou deux, ça serait statistiquement bien, donc il ne faut pas se tromper. Mais voilà, on espère globalement trouver 2 nouvelles météorites par an en France. Comment on va faire? Eh bien, en fait, quand vous avez un bolide qui rentre, naturellement, la vitesse est extrêmement importante. Je vous l'ai dit, entre 10 et 70 km/s. Du coup, quand elle arrive, la trajectoire est quasiment rectiligne. Quasiment rectiligne parce que le bolide a énormément d'énergie. Et puis, à un moment donné, naturellement, avec les frottements, le bolide va commencer à se décélérer. Et du coup, va moins briller. En fait, quand vous voyez une étoile filante ou quand vous voyez une météorite briller, ce n'est pas le caillou que vous voyez. C'est l'échauffement du gaz qui est autour du caillou. Et donc, naturellement, vous ne voyez pas juste le petit caillou, vous voyez une énorme enveloppe. Et les températures ici peuvent atteindre jusqu'à 20-30 000 degrés. Donc, vous avez effectivement des températures extrêmement importantes. Du coup, quand la vitesse diminue, eh bien, vous allez avoir moins de frottement, la température va baisser et le bolide va devenir moins brûlant. Alors, à un moment donné, si la météorite est pas très compacte, un peu grumeuse, eh bien, il va y avoir une fragmentation. Et l'objet qui pouvait par exemple mesurer 1 mètre à la base va se fragmenter en quelques milliers de petits bouts de cailloux de quelques centimètres de diamètre. Et au moment où si l'objet est très très gros, à peu près à 10 km d'altitude, l'objet va arrêter de briller et l'objet eh bien, va tomber
comme un corps finalement quasiment sans vitesse, et la trajectoire va être fortement dépendante des vents sur les 10 derniers kilomètres. Alors ça, il faut garder ça à l'esprit que naturellement, quand tout ce scénario va dépendre fortement de la taille de l'objet. Si vous avez un objet de quelques centimètres de diamètre, l'objet va être très vite freiné, et à un moment donné, dans la haute atmosphère, vous ne le verrez plus. Et donc du coup, il a une faible probabilité d'être retrouvé au sol. Si l'objet est beaucoup plus gros, il a une forte probabilité d'arrêter de briller autour de 10 km. Nous, ça, ce qu'on appelle le dark fly, on est capable de mesurer et d'essayer de calculer la zone de chute de la météorite. Si par contre l'objet est très très gros, là il n'y a pas de dark fly, en général ça arrive jusqu'au sol, et là ça pose quelques petits problèmes parce qu'il risque d'y avoir un cratère d'impact. Donc la grosse différence, vous voyez que pour former déjà un cratère d'impact, en général, ce sont que les très très gros objets qui n'ont pas été ralentis. Et donc toutes nos petites caméras, vous le voyez en jaune là, vont voir le météore sous différents angles. Et grâce à notre centaine de caméras, on va être capable de calculer la trajectoire du bolide en 3 dimensions et de pouvoir calculer non seulement son point de chute, mais aussi reprendre la trajectoire et la prolonger dans l'espace pour calculer l'orbite de l'objet et essayer de savoir d'où il vient. Est-ce que par exemple ça vient d'un astéroïde ou d'une comète? Donc vous voyez que Fripon, l'objectif c'est retrouver des météorites et comprendre l'origine de ces météorites. Par exemple, une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a des morceaux de comètes dans les collections nationales? On sait qu'on a des météorites un peu bizarres, notamment ce qu'on appelle les météorites carbonées, et on ne connaît pas vraiment l'origine de ces météorites carbonées. Et l'une des hypothèses, c'est qu'elles viendraient de comètes. Mais jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais prouvé. Donc, une des grandes découvertes qui pourrait être faite par Fripon, c'est si on trouve une de ces météorites assez rares et qu'on puisse le relier à une orbite de comète, et bien finalement, c'est comme si on avait envoyé une fusée, un petit vaisseau qui serait allé se poser sur la comète, qui serait venu récupérer un petit bout et qui l'aurait ramené sur Terre. Donc évidemment, les enjeux sont assez importants. Alors l'origine de ces météorites, astéroïdes et comètes. Alors naturellement, les astéroïdes sont les corps les plus nombreux. Ici, vous avez au centre le Soleil et les orbites de Mercure, de Vénus, de la Terre, Mars et Jupiter. Et entre Mars et Jupiter, vous avez un espèce de donut vert là, qui, en fait, chaque point, c'est un astéroïde. Depuis 1801, il y a eu plus de 560 000 astéroïdes qui ont été découverts. Donc ça fait une bonne dose d'objets. Et de temps en temps, ces astéroïdes ne restent pas entre Mars et Jupiter. Ils vont se balader un petit peu dans les orbites internes. Vous voyez tous ces petits points rouges, c'est ce qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs. Géocroiseurs, tout simplement parce que c'est ceux-là qui potentiellement peuvent rentrer en collision avec la Terre. Et c'est ceux-là, naturellement, qu'on essaye de suivre le plus parce que c'est les plus dangereux. Alors je vous rassure, normalement, dans les 100 prochaines années, aucun gros objet de plus d'1 kilomètre de diamètre ne devrait rencontrer la Terre. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que tout simplement, aujourd'hui, sur tous ces corps, on connaît à peu près tous les corps de plus d'1 kilomètre de diamètre. Ce qui pose problème, c'est ceux qui mesurent entre 100 mètres et 1 kilomètre. Si vous avez un corps qui mesure 100 mètres, qui arrive sur Terre, vous faites un trou d'à peu près 2 km de diamètre. Vous voyez, ça commence à devenir problématique. Et pourquoi c'est ceux-là qui posent problème? Parce que tout simplement, les corps de 100 mètres à 1 km, on est loin de les connaître tous. Et du coup, du jour au lendemain, c'est pas impossible qu'il y en ait un petit qui arrive, salut, c'est moi que là, chez Davinsk, le corps de 17 mètres, personne n'avait prévu, personne n'avait vu. C'est-à-dire qu'il est arrivé un peu de la direction du Soleil, et naturellement, comme le Soleil, tout l'environnement du Soleil est trop brillant, c'est impossible d'observer vers le Soleil. Et donc rien ne nous dit qu'on ne peut pas avoir un petit objet qui arrive de cette direction-là et qui rentre en collision avec la Terre. Et puis les autres corps importants, ce sont les comètes, 3000 comètes connues. Alors ces comètes, elles ont des orbites un peu plus spéciales puisque leurs origines sont beaucoup plus lointaines du fin fond du système solaire. Et donc le risque de collision avec une comète est beaucoup plus faible, même si effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de particules cométaires qui rentrent en collision avec la Terre. Il faut dissocier la comète et les particules. C'est un peu comme le petit pousset, une comète, c'est finalement tout autour de l'orbite, la comète va semer des poussières, et donc du coup sur toute l'orbite de la comète, on va avoir des poussières. Et toutes ces poussières vont évoluer avec le temps.
Et du coup, ces comètes, eh bien, une fois qu'elles sont parties loin dans le système solaire, il n'y a évidemment plus aucun risque. Alors, deux objets qui sont extrêmement intéressants, c'est les corps. En fait, on s'est posé la question longtemps, c'est est-ce qu'on est capable de prévoir la chute de petits objets à la surface de la Terre? On le sait, hein, les météorites, je vous l'ai dit, il y a plusieurs corps de plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres qui tombent tous les ans sur Terre. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de les détecter? Et la réponse, eh oui. C'est que seulement depuis 2008, hein, la première détection, c'était en 2008, d'un corps qui s'appelle 2008 TC3, c'est pas non plus un objet, un nom super romantique, mais toujours est-il que cet objet-là, 2008 TC3, a été détecté en 2008, et 24 heures après, il rentrait en collision avec la Terre. C'était la première fois qu'avant la collision avec la Terre, on a été capable de détecter l'objet dans l'espace. Donc ça a été une grande première. Et effectivement, eh bien, l'observatoire de 1,50 m là, aux États-Unis a détecté ce petit point. Hein, et naturellement, ils ont appelé tous leurs copains pour faire de multiples observations. Et 24 heures plus tard, au Soudan, puisqu'on a été capable pour la première fois de calculer le point d'impact de cet objet, au Soudan, il a été observé, et puis notamment avec les données météo, en fait, les données satellites météo, on a pu l'observer depuis l'espace, et surtout, on a pu retrouver la météorite au sol. Et donc pour la première fois, on a quelque chose de complet entre le point observé dans le ciel et puis le caillou qu'on a retrouvé au sol. Alors comment ça s'est passé, hein, globalement, le premier, hein, il a commencé à avoir un objet qui bougeait très vite dans le ciel. Évidemment, si l'objet se rapproche de nous, dans le ciel, le mouvement apparent va être très rapide. Donc du coup, il a appelé tous ses petits copains, il s'est dit, il y a un truc bizarre, j'aimerais bien quand même que tu surveilles. Et tous les observatoires associés ont commencé à regarder, et naturellement, quand l'objet est loin, l'objet va vite, mais il semble avoir à peu près, moi je dis à peu près, hein, depuis tous les observatoires, une trajectoire à peu près similaire. Seulement, quand il se rapproche, et bien naturellement, si vous êtes à différents endroits sur Terre, la trajectoire apparente de l'objet va être complètement différente d'un endroit à un autre, et finalement va sembler diverger. Et ça, donc chaque ligne, c'est la trajectoire de l'astéroïde pour chaque observatoire, et à un moment donné, quand ça diverge comme ça, c'est tout simplement que ça se rapproche de la Terre, et qu'il va y avoir collision. Alors, cet astéroïde, hein, c'était très intéressant parce que, pour la première fois, on a été en mesure de savoir avant quelle forme il avait. Alors on ne peut pas le prendre en photo, l'objet. L'objet, même s'il se rapproche, il reste trop petit. Et finalement, la lumière qu'on voit, hein, c'est simplement la lumière qui est réfléchie par sa surface, la lumière du soleil qui est réfléchie par sa surface. Et donc on n'a pas d'information sur la forme. Par contre, si on regarde l'éclat, la luminosité de cet objet, vous allez voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'à un certain moment, l'objet paraît peu lumineux, de temps en temps plus lumineux, de temps en temps moins lumineux, etc. Et cette alternance, elle est due à quoi? Eh bien, à la rotation de l'astéroïde sur lui-même. Si vous avez une orange, si vous la faites tourner, eh bien, à lumière constante, l'orange va vous paraître toujours aussi lumineuse. Si par contre, je prends mon micro et que je le fais tourner, eh bien, la petite face va vous éclairer un petit peu. Si je le fais tourner, la grande face va vous paraître plus lumineuse. Et donc, du coup, eh bien, cette forme-là va vous montrer que ces observations vont vous montrer que l'objet, en fait, eh bien, était une espèce de menhir aplati. Et donc, voilà ce qui est arrivé en 2008. Hein, on a été capable de remodéliser, en fait, la trajectoire avec la rotation de l'objet qui est rentré en collision avec la Terre. Alors, des autres cailloux rigolos, 2 janvier 2014, hein, vous voyez, hein, je vous amène des nouvelles toutes fraîches, c'était il y a 12 jours. 12 jours, pareil, le même observatoire aux États-Unis a détecté ce petit point là, vous voyez, qui bougeait très très vite. 22 heures après, il rentrait en collision avec la Terre. Alors cette fois-ci, hein, ils ont été capables aussi de calculer la trajectoire et le point d'impact. Et en fait, le point d'impact, malheureusement pour nous, c'est qu'il est tombé en plein océan Atlantique. Donc du coup, le caillou, on ne va pas le ramener. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, hein, on a des sentinelles, hein, on a des observatoires qui arrivent à faire du bon boulot. Naturellement, l'objet, hein, 5 mètres, il n'y a pas de problème, 5 mètres, ça va faire un joli météore. Si l'objet était de 50-100 mètres, s'il arrivait 24 heures avant, là, qu'on le découvrait 24 heures avant,
on pourrait rien faire. Hein. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas Bruce Willis et je ne colle pas tout de suite, et donc c'est pas possible ça. Si on veut un jour éventuellement dévier un astéroïde, c'est peut-être pas impossible, mais il va falloir plusieurs années avant l'impact, et du coup, il y aura évidemment beaucoup de boulot. Du coup, aujourd'hui, on est capable de calculer ce flux d'impact, en fait, et de savoir combien de météorites, en fait, nous tombent sur la tête. Et voilà, les statistiques, sur Terre, on a à peu près 3000 météorites de 10 cm par an qui nous tombent sur la tête. Et un gros météorite de 3-4 mètres par an. Voilà, donc il ne faut juste pas être en dessous, mais a priori, sinon, c'est intéressant. Et au niveau statistique, vous voyez, un météorite de 10 mètres tous les 10 ans, et puis beaucoup plus rare, des météorites d'1 kilomètre tous les 10 millions d'années. Donc ça va. Là, vous êtes rassurés. Et donc, évidemment, tous ces bolides, hein, ils rentrent en collision avec la Terre, mais ils rentrent aussi en collision avec ce qui est à côté, la Lune. Quand vous observez la Lune, eh bien, dites-vous que tous ces objets aussi arrivent à la surface de la Lune. Mais la Lune, il y a un truc quand même qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, tous les petits corps, on va dire centimétriques ou millimétriques, qui brûlent dans l'atmosphère terrestre, eh bien, ces corps-là, eux, arrivent à la surface de la Lune. Et du coup, vous allez avoir des micro-impacts à la surface de la Lune. Si vous allez passer vos vacances l'année prochaine sur la Lune, hein, vous allez vous balader, vous prenez un petit bout de caillou, eh bien vous allez voir à la surface de tout petits trous. Et tous ces petits trous, eh bien, ce sont des micro-impacts. Ce sont ces particules qui font de belles étoiles filantes sur Terre. Eh bien, ces petites étoiles filantes qui font qui représentent un beau spectacle sur Terre, eh bien, elles arrivent à la surface de la Lune et produisent de micro-impacts. Alors, aujourd'hui, il y a une chose qu'on s'amuse à faire, nous, c'est d'essayer de voir de nouveaux cratères d'impact à la surface de la Lune. Et ça, c'est possible. Comment? Eh bien, il suffit de surveiller la Lune. Comment? Il faudrait un petit télescope, 20-30 cm, et une caméra vidéo, une caméra vidéosurveillance. Vous la branchez sur la Lune, et vous observez en continu dès que la Lune est là. Alors, vous n'observez pas n'importe comment. Vous n'observez pas la partie lumineuse, parce qu'elle est trop lumineuse pour détecter les impacts. Il faut détecter ce qu'on appelle la lumière cendrée. Vous voyez cette lumière-là, vous voyez le bord de la Lune qui est ici. Vous voyez, je dessine le bord de la Lune, là. Eh bien ça, c'est la limite de la lumière cendrée. La lumière cendrée, qu'est-ce que c'est? C'est la partie non éclairée de la Lune. C'est-à-dire quand vous avez un croissant, je suis sûr que vous avez déjà fait attention, c'est que vous avez votre croissant lumineux, et une grosse partie de la Lune, de temps en temps, va vous paraître visible. Et cette partie visible, hein, donc la lumière cendrée, c'est pas la lumière éclairée par le Soleil. C'est la lumière qui éclaire la Terre et qui réfléchit sur la Terre et qui éclaire la Lune. D'accord? Et donc du coup, on a une toute petite partie de la Lune qui est éclairée par cette lumière qui vient de la Terre. Du coup, elle est un tout petit peu éclairée, mais pas trop. Et si vous regardez un petit peu longuement cette Lune, eh bien vous allez voir de petits points blancs apparaître. Et ça a été une grande découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Les premiers flashs lunaires ont été détectés en l'an 2000, donc vous voyez, il y a à peine un peu plus de 10 ans. Alors ces flashs lunaires, en fait, ils avaient été détectés avant. C'est-à-dire que depuis plus de 5 siècles, tous les grands astronomes ont vu, à un moment donné, des flashs blancs sur la Lune. Mais aucun n'était capable de pouvoir l'enregistrer, évidemment, hein, et de pouvoir l'expliquer. Donc, que ce soit Cassini, Flammarion, Schroeter, tous ces astronomes ont observé à un moment donné des petits points blancs apparaître, mais ils ont pensé que c'était soit du volcanisme, soit des nuages, soit évidemment, on ne connaissait rien à la Lune. Donc, on pouvait émettre beaucoup d'hypothèses. Alors, à quoi ça ressemble un flash lunaire? Vous allez voir, c'est très court. Alors, il faut regarder au milieu du carré vert. Ça, c'est... Je remets. Regardez bien, donc, au milieu de chaque carré vert. Est-ce que tout le monde a vu ou je le remets? Ces petits points blancs, vous voyez, c'est très court. La majorité des flashs lunaires, ça dure quelques dizaines de millisecondes. Donc c'est extrêmement court, et c'est pour ça qu'il faut une caméra vidéo pour l'enregistrer. Qu'est-ce que c'est que ces petits points? Eh bien, c'est tout simplement des impacts, de nouveaux cratères d'impact qui sont en train de se former. Enfin, évidemment, ce n'est pas des cratères de plusieurs centaines de mètres, hein, c'est en général des cratères de quelques mètres de diamètre qui se forment.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'objet, imaginez-vous une météorite de 10 cm qui arrive à la vitesse de plus de 10 km/s, elle arrive tellement vite que le choc va être tellement important à la surface qu'au moment du choc, eh bien, on va fondre les roches qui sont à la surface, et ces roches fondues vont être éjectées, et ces roches fondues vont émettre de la lumière thermiquement vers la Terre. Un peu comme la lave, hein, vous voyez, la lave rouge, ben, ça va émettre de la lumière thermiquement. Et bien ça va être la même chose. Vous éjectez des petites gouttelettes fondues, et ces gouttelettes fondues, pendant quelques dizaines de millisecondes, vont être assez chaudes pour envoyer un signal lumineux vers la Terre. Et à un moment donné, eh bien, ces petites gouttelettes vont refroidir et naturellement n'émettront plus de lumière. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de détecter les plus gros flashs lunaires. Là, par exemple, le 11 septembre 2014, il y a eu le plus gros flash lunaire jamais détecté. En 11 septembre, on ne pas théorie de complot, rien du tout. Mais le 11 septembre 2014, il y a eu un flash qui a duré 8 secondes à la surface de la Lune. 8 secondes. Il est sûr du 11 septembre 2014 13, pardon. Je lis dans les astres, excusez-moi. 11 septembre 2013. 11 septembre 2013, un flash qui a duré 8 secondes. Donc 8 secondes, c'est énorme. Hein. Tout le monde aurait pu le voir à l'œil nu. Donc c'était vraiment marquant. Et ce corps-là, hein, on pense qu'il a fait un cratère de 50 mètres de diamètre. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors des flashs lunaires, hein, aujourd'hui on a eu plus de 400 de détectés depuis à peu près 10 ans. Et l'objectif aujourd'hui, bah, qui vient d'être réalisé par une équipe américaine, c'est de détecter le nouveau cratère d'impact. Parce qu'évidemment, nous, avec nos petits télescopes, on arrive à voir le flash lunaire, mais grâce à l'imagerie haute résolution, des sondes spatiales qui tournent autour de la Lune, eh bien, on arrive à essayer de détecter les nouveaux cratères à la surface de la Lune. La sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, qui tourne depuis quelques années autour de la Lune, voit des détails de 50 cm à la surface de la Lune. Et du coup, on est capable de comparer ces images de la sonde LRO avec les anciennes images des missions Apollo faites dans les années 70. Et là, par exemple, vous voyez, si vous jouez au jeu des 7 différences, vous voyez bien, qu'il y a un nouveau cratère d'impact qui s'est formé. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est dès qu'on voit un flash lunaire, c'est d'essayer de trouver le nouveau cratère d'impact. Quoi ça nous sert? Énormément de choses, notamment à comprendre à mesurer le flux d'impact et puis à essayer de comprendre surtout les processus d'impact et les forces et les énergies mises en jeu. Alors justement, énergie, les pressions, c'est phénoménal. Imaginez-vous, quand vous avez un bolide qui a de plusieurs dizaines de centimètres qui arrive à la surface de la Terre, c'est une énergie énorme. Pourquoi? Non seulement parce qu'il y a la masse, mais surtout l'énergie cinétique est dépendante du carré de la vitesse. Et donc quand vous avez une vitesse qui est de 20 km/s, 10 km/s, ça fait une énergie considérable. Et quand vous avez ce projectile qui arrive à la surface, vous allez choquer les roches à la surface de la Terre. Et vous allez contraindre les roches à des pressions incroyables qui n'existent pas à la surface de la Terre. Et du coup, vous allez trouver des roches et des minéraux qui vont être différents de ceux que vous pouvez trouver ailleurs, en fait, à la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez, au moment de l'impact, vous allez fondre des roches. Donc, vous allez trouver des roches fondues. Alors après, évidemment, elles vont refroidir, elles vont devenir solides. Mais quand vous refroidissez, quand vous fondez, refroidissez, la structure de la roche va avoir changé. Vous allez avoir du métamorphisme, c'est-à-dire que vous allez changer aussi la structure des minéraux et plein d'autres choses à l'intérieur de la roche. Et puis, vous allez fracturer les roches aux alentours, et donc vous allez modifier complètement un petit peu la structure de toutes les roches aux alentours. Alors, un dernier cratère en date qui s'est formé, petit mais cratère quand même, un cratère au Pérou, le 15 septembre 2007, et donc il y a eu un bolide d'à peu près 1 mètre, 2 mètres de diamètre, qui devait être assez dense, et qui est arrivé en entier quasiment à la surface et qui a fait un cratère de 13,50 mètres de diamètre. Donc c'est un petit trou, mais c'est quand même un cratère d'impact. C'est la première fois qu'on enregistrait notamment ce genre la formation d'un cratère, notamment dans les données sismiques. On a pu le détecter avec les sismographes. Alors quand un cratère se forme, qu'est-ce qui se passe? L'objet arrive, il va y avoir naturellement une onde de choc phénoménale qui va arriver à la surface.
et cette onde de choc va tout casser sur son passage. Va tout casser, va se propager, va casser les roches, et toutes ces roches cassées vont être éjectées en hauteur et vont se redéposer aux alentours du cratère. Et donc vous allez former une espèce de structure en bol, comme ça, vous voyez, structure en bol, avec des fractures, ici des bords, qu'on appelle les remparts ou les rings, et ensuite vous avez des éjectats aux alentours. Alors ce cratère, naturellement, il peut mesurer, ben voilà, une dizaine de mètres, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Des cratères d'impact, aujourd'hui, sur Terre, on en compte 185. 185 structures ou cratères d'impact. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Non. Non? Pourquoi? Ouais, sur la Lune, si tu commençais à t'amuser à les compter, de toutes les tailles, tu en compterais certainement des milliards. Et là, 185. Alors, à votre avis, pourquoi sur Terre on n'en observe que 185? Parce que l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, l'érosion. Et puis la mer. La mer, les océans, pas d'autre. La tectonique des plaques, j'aime cette réponse. La tectonique des plaques, c'est le moteur principal qui fait qu'on a seulement 185 cratères à la surface. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, sur la Lune, sur Mars, la majorité des cratères d'impact que vous observez se sont formés il y a 3-4 milliards d'années. Et donc voilà, donc, ce qu'il faut le savoir, dès que vous regardez la Lune au télescope, hein, vous voyez des cratères très très vieux. Sur Terre, ces cratères qui sont formés il y a 3-4 milliards d'années sur la Lune, ils ont eu lieu aussi, hein, ils se sont formés sur Terre. Si vous aviez le moyen de revenir dans le passé, eh bien, il y a 3-4 milliards d'années, la Terre a connu un bombardement très intense et il y a eu eh bien, des milliers, millions de cratères qui se sont formés sur Terre. Sauf que sur Terre, effectivement, eh bien, la Terre est une planète active. Une planète active, vous le savez, avec des plaques qui se rencontrent, qui s'écartent, et donc vous avez un renouvellement de la surface de la planète Terre. Et des terrains de 3-4 milliards d'années sur Terre, eh bien, vous n'en avez quasiment plus. Du coup, eh bien, tous les terrains sur lesquels se sont formés les cratères il y a 3-4 milliards d'années, eh bien, ça fait belle lurette qu'ils ont disparu. Ils ont disparu certainement par subduction à l'intérieur, ou par collision, on a formé des chaînes de montagnes. Et donc, du coup, eh bien, tous ces terrains très anciens, on les a plus. Du coup, tous les vieux cratères, on ne les a plus. Du coup, on a seulement les cratères les plus récents de quelques centaines de millions d'années, voire 1 milliard d'années. Alors aujourd'hui, ces 185 cratères, certainement, bien, on peut certainement en découvrir d'autres. Parce que là où vous avez tous raison, c'est qu'effectivement l'érosion par l'eau, le vent, eh bien, ça aussi attaque les cratères et ça les efface au fur et à mesure. Je vous parlerai tout à l'heure d'un cratère en France. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un cratère en France, mais il y a un cratère d'impact qui s'appelle Rochechouart, juste à côté de Limoges. Et ce cratère d'impact, eh bien, si vous allez là-bas, vous ne verrez aucune structure d'impact, c'est quasiment plat. Pour savoir qu'il y a un cratère d'impact, il faut savoir lire les roches qui sont dans cette zone-là pour vous montrer qu'il y a eu un impact dans cette région. Alors ces cratères, longtemps ils ont intrigué. Longtemps ils ont intrigué parce que on les observait sur la Lune et puis bon, on essayait de s'imaginer ce que c'était, mais on ne savait pas. Si vous prenez les livres scientifiques de la fin du 19e siècle, notamment ici par exemple James Naismith, eh bien, vous voyez, 1874, il expliquait que les cratères d'impact, en fait, c'était tout simplement des volcans. Et effectivement, lui, vous voyez, un cratère lunaire, comme vous pouvez le voir dans votre télescope, eh bien, il s'imaginait que le piton central, c'était un volcan, et puis que les remparts, c'était tout simplement les dépôts éjectés par le volcan. Et ça, c'est allé, pendant très très longtemps, on a considéré que les cratères lunaires, c'était des volcans. Alors c'est vrai que quand vous regardez dans la nature, il y a de quoi s'y méprendre. Par exemple, si vous allez faire un petit tour en Oregon, je vous présente le cratère Lake en Oregon, un cratère de 9 km de diamètre. Et c'est vrai que quand vous regardez la morphologie, eh bien, quand on compare par exemple à ce cratère sur la Lune, vous avez une petite île centrale, vous avez les rimes là tout autour, voilà, vous remplissez d'eau, c'est bon, vous êtes sur cratère Lake. Et bien non, cratère Lake, ce n'est pas un cratère d'impact, c'est un volcan. Et donc du coup, c'est vrai que, vous voyez, il y a de quoi s'y méprendre. Et donc la seule solution pour différencier un cratère d'impact d'un volcan, eh bien, c'est d'aller sur place et de pouvoir essayer de constater effectivement les roches. Est-ce que vous avez des roches choquées, est-ce que vous avez des roches volcaniques, et essayer de comprendre un peu mieux le processus. Alors comment on a compris que les cratères d'impact étaient des cratères d'impact?
Eh bien, à partir d'un qui a modifié, qui a changé toute la vision des cratères d'impact, le fameux météore cratère. Certains d'entre vous ont peut-être vu, si vous avez passé vos vacances en Arizona, à côté de Flagstaff, à peu près 3/4 d'heure à l'est de Flagstaff, vous prenez votre voiture et vous arrivez à météore cratère. Alors c'est quand même un objet assez incroyable parce que c'est le cratère le plus frais qui existe sur Terre. C'est un cratère qui fait 1 km, un peu plus d'1 kilomètre de diamètre, 180 mètres de profondeur, donc c'est un beau cratère. Et c'est un cratère qui s'est formé il y a seulement 50 000 ans. Donc c'est un cratère tout frais, tout récent. Et donc ce cratère, il n'a pas eu le temps de se dégrader. Alors ce cratère, pourquoi il est intéressant et pourquoi il a modifié l'histoire de la connaissance des cratères? Parce que fin 19e, début 20e siècle, il y avait une personne qui s'appelait Daniel Barringer qui s'est baladé autour de ce cratère. Et autour de ce cratère, il a trouvé des petits morceaux de fer qu'il a vite identifiés comme des météorites. Et donc juste à côté du fer, un gros trou, il s'est dit, c'est simple, c'est bon, la météorite a fait ce gros trou. Ce qu'il ne savait pas et ce qu'il n'imaginait pas, c'est le lien vraiment, comment former un cratère d'impact. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, pour former un gros trou comme ça, eh bien, il faut une masse de fer quasiment aussi grosse. Imaginez-vous, si vous jetez une boule de pétanque ou que vous demandez à une lanceuse de poids de jeter un poids, pour garder le trou, eh bien, vous allez faire un trou quasiment aussi gros que votre boule. Et donc, du coup, il s'est dit, c'est simple. Il doit y avoir quelque part une ressource de fer en profondeur qui doit être aussi grosse que le cratère d'impact. Et donc, il s'est dit, j'achète le cratère et je vais faire une mine de fer. Sauf que malheureusement, il était loin de se douter que pour faire un cratère d'1 kilomètre, il fallait seulement, normalement, un objet de 50 mètres de diamètre. Alors 50 mètres, c'est une belle masse. Sauf qu'il a encore oublié de se dire qu'un bout de 50 mètres de fer qui arrive, eh bien, une grosse partie se vaporise et puis, globalement, il se casse complètement en petits morceaux et donc, il trouvera jamais, évidemment, une grosse masse de fer. Mais bon, ça a été le premier à proposer cette hypothèse. Et en fait, à sa mort, ça a été problématique, ça a été oublié, et bon, pendant un bout de temps, en fait, on a un peu oublié météore cratère. Et puis il y a un scientifique très connu qui s'appelle Eugene Shoemaker, qui dans les années 60 est retourné à ce cratère d'impact, et il a étudié d'un peu plus près les roches. Et là, dans les roches, il a trouvé un cristal un peu bizarre, qu'on appelle la cohésite. Et cette cohésite, eh bien, c'est un peu comme du quartz. Mais c'est du quartz qu'on appelle de haute pression. C'est-à-dire que vous prenez du quartz, vous le mettez à très 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 haute pression, il faut des pressions de plusieurs gigapascales pour former de la cohésite. Et donc du coup, le fait d'avoir trouvé de la cohésite dans ce cratère d'impact montre que l'énergie libérée pour former ça était monstrueuse. Et que la seule solution pour faire ça, eh bien, c'était d'avoir un petit objet qui est arrivé très très vite pour choquer et pour former le cratère d'impact. Et c'est à ce moment-là, dans les années 60, qu'on a enfin compris, vous voyez, années 60, c'était il y a 50 ans, qu'on a enfin compris la vraie origine des cratères d'impact. Alors des cratères d'impact, si vous voulez en trouver principalement, il faut aller voir de préférence dans les terrains très anciens. Dans les terrains qu'on va dire archéens ou précambriens, des terrains qui vont avoir plusieurs centaines de millions d'années, voire milliards d'années. Donc effectivement, comme si je remettais la carte, vous allez avoir toute la partie de la Scandinavie, là, qui va être une grosse zone, la partie du Canada aussi, un peu en Australie, donc vous en avez un petit peu partout. Alors aujourd'hui, si je dresse le tableau des âges des cratères d'impact, vous voyez ce tableau-là, vous allez avoir en abscisse, là, vous avez le diamètre du cratère d'impact, de 10 mètres jusqu'à 100 km de diamètre, et puis en ordonnée, vous avez l'âge du cratère d'impact. Alors, chose intéressante, première, c'est que vous allez avoir, vous voyez, un gros bloc ici, là, autour de entre 10 millions d'années et 1 milliard d'années. Et vous constatez que tous ces vieux cratères, eh bien, sont uniquement deux très gros cratères, des cratères de plus de 1 km de diamètre. Pourquoi? Tout simplement parce que la tectonique n'a pas eu le temps de les effacer, et comme ils sont gros, eh bien, le vent et l'érosion, l'eau, n'a pas eu le temps de les enlever non plus, parce qu'ils sont trop gros. Vous voyez que des cratères de petit diamètre, on n'en a pas des vieux, tout simplement parce que voilà, ils ont disparu depuis longtemps. Et puis inversement, vous voyez que vous n'avez pas de cratères récents, de très gros cratères récents, tout simplement parce que voilà, c'est rare.
Et donc, finalement, sur les terrains récents, vous avez juste de petits cratères de quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres. Alors, des cratères, il y en a sur tous les continents, donc là, je vous l'ai dit, à travers les âges. Donc, si vous allez passer vos vacances, profitez-en, allez faire un tour en Libye. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais le Brésil, la Libye encore, ou dans l'Australie, c'est les deux, bon, on ne sait pas pourquoi. Mais donc, allez faire un tour en Australie, il y en a dans tous les pays, et donc, il y a vraiment de belles choses à voir. Et c'est vrai que ces cratères, il y en a de toutes les tailles, et ça fait de beaux paysages. Alors, c'est certainement le plus bel exemple sur Terre, eh bien, c'est le cratère de Vredefort. Si vous allez vous balader en Afrique du Sud, alors allez voir les lions et tout ça, mais allez voir aussi le cratère d'impact de Vredefort. Ce cratère, il est à côté de Johannesburg, et quand vous regardez une image satellite, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Le cratère d'impact, là, vous allez me dire où est-ce qu'on met un cratère d'impact? Eh bien, on devine une espèce de formation ici circulaire. Là, vous voyez éventuellement un petit peu de formation circulaire ici. Vous avez un autre arc ici. Ce cratère Vredefort, il s'est formé il y a 2 milliards d'années. Et parce qu'il a été très gros, on arrive à conserver des vestiges. Mais vous voyez quand même qu'il faut avoir un peu la foi. Et donc, si vous allez sur le terrain et que vous arrivez à le dessiner, eh bien, globalement, voilà le cratère d'impact, l'étendue du cratère. C'est un cratère qui fait 300 km de diamètre. C'est le plus gros cratère et le plus vieux à la surface de la Terre. Et si vous le regardez un petit peu en détail, si vous allez sur le terrain, eh bien vous allez vous apercevoir que si vous marchez, vous faites un diamètre sur ce cratère, vous allez voir que vous allez avoir des espèces de terrasses comme ça, avec ici, au centre, eh bien vous allez retrouver des roches en profondeur qui sont remontées au moment de l'impact. Et au centre du cratère, vous allez retrouver cette espèce de couche marron là, qui est en fait des roches fondues. Vous allez retrouver beaucoup de roches fondues qui se sont formées au moment de l'impact. Alors quand on se balade sur un cratère d'impact, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on a besoin pour montrer que c'est un cratère d'impact? Eh bien, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est ce qu'on appelle les shatter cones. Alors les shatter cones en anglais, c'est cône de percussion. Bon, c'est pas terrible, donc on garde shatter cone. Ces shatter cones, ce sont des roches qui ne se forment uniquement qu'en contexte de cratère d'impact. Si vous voyez ce genre de choses, là, vous voyez ces espèces de cônes un peu striés, vous voyez un peu cette structure tout à fait particulière, eh bien vous m'appelez, hein, parce que ça pourrait être finalement l'objet que vous avez fait une découverte. On n'en trouve pas partout, hein, on n'en trouve que dans les gros cratères d'impact, mais c'est vrai que ces shatter cones, eh bien c'est vraiment, quand vous en trouvez sur le terrain, c'est sûr et certain, vous êtes en présence d'une structure d'impact. Alors comment ça se forme, hein? Les processus sont encore pas très bien connus, mais très simplement, imaginez-vous, hein, vous avez un espèce de cube, vous tapez avec votre marteau à un point, eh bien, l'onde de choc va se propager, et cette onde de choc va créer des petits cônes, et dont l'apex, en fait, le sommet du cône, va montrer la direction de l'impact. Donc quand vous êtes sur le terrain, eh bien, vous allez chercher toutes ces structures de cônes. Autre chose d'intéressant dans Vredefort, ce sont ces zones-là, cette zone fondue-là, de temps en temps, la roche fondue va rentrer dans des fractures dues à l'impact. Et voilà un exemple, hein. Imaginez-vous, là, tout ce qui est en blanc, c'est le fond du cratère. Et en noir, là, vous voyez cette espèce de grande langue. Eh bien, en noir, vous avez la roche fondue. Et à l'intérieur, là, tous ces blocs, ce sont les roches qui ont été cassées au moment de l'impact et qui ont été emportées par ce liquide fondu et qui a rempli l'intérieur des fissures. Et il y a des affleurements incroyables en Afrique du Sud, notamment celui-là. Vous voyez la taille de la personne. Et vous avez un mur total de ce qu'on appelle la pseudodactylite, c'est-à-dire un affleurement de roches fondues avec, vous voyez, tous ces blocs-là qui peuvent mesurer plusieurs mètres de diamètre, qui ont été transportés, qui ont été bougés, râpés par ce liquide fondu. Donc ça, c'est tout à fait unique au monde, hein. Il faut au moins des cratères de cette taille, de cette ampleur-là, pour former ce genre de débit. Alors pour en revenir, hein, en France, parce que finalement, l'Afrique du Sud, c'est un peu loin, c'est un peu cher, vous avez Rochechouart, qui n'est pas si loin que ça. Rochechouart, donc c'est un cratère de quelques dizaines de millions, de 20 km qui s'est formé il y a 200 millions d'années. Et si vous allez vous balader, alors malheureusement, il va falloir que vous ayez des connaissances en géologie. Alors bon, prenez un bouquin, un guide et allez vous promener. Mais si vous voulez jouer un peu les feignants, eh bien,
allez taper dans l'église, enfin, regardez plutôt l'église, et vous allez, toute l'église de Pressignac, à côté de Rochechouart, est uniquement fabriquée en brèche d'impact. Si vous regardez un petit peu plus en détail, eh bien, l'église de Pressignac, vous allez vous trouver une roche avec plein de morceaux à l'intérieur, en fait, et tous ces morceaux, eh bien, ce sont des morceaux qui ont été éjectés, cassés au moment de l'impact, et qui ont été emmenés dans une espèce de, voilà, de gangue fondue. Donc ça, c'est assez incroyable, hein. Vous pouvez aller voilà, voir les vestiges d'un cratère qui a eu 200 millions d'années dans les roches d'une église. Et puis si vous regardez dans l'église un peu mieux, eh bien, vous allez retrouver des Shattercones, comme les Shattercones que je vous ai montrés en Afrique du Sud. Donc vous voyez, hein, l'église est tout à fait intéressante. Alors bon, les affleurements de Shattercone sont un peu plus rares, mais en tout cas, il y a ça à voir dans l'église. Alors un cratère, moi, qui m'est cher, puisque c'est un cratère sur lequel je travaille actuellement, c'est le cratère Karakoul, au Tadjikistan. Alors je suis sûr que vous savez tous où est le Tadjikistan, donc j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est voilà, naturellement entre la Chine, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, hein, voilà, tous les pays en ce temps. Et donc au Tadjikistan, vous êtes tout l'est du Tadjikistan, c'est la terminaison ouest de l'Himalaya. Donc du coup, les altitudes, hein, c'est plus de 3000 jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Et en 2008, j'ai pu faire une première expédition là-bas, un peu par hasard, et donc je suis tombé sur ce lac qui est incroyable. Vous verrez, voilà, vous voyez quelques photos, et j'ai retrouvé une publication des années 60 qui disait que potentiellement c'était un cratère d'impact. Et du coup, on s'est dit, il va falloir réorganiser une expédition pour aller voir ça d'un peu plus près. Alors cet endroit c'est incroyable, hein, parce que le niveau du lac, là, donc c'est 4000 mètres d'altitude, et la structure circulaire, la voilà. Vous pouvez suivre un peu la cime des montagnes, ça forme cette formation circulaire. Imaginez-vous, hein, à une époque, donc certainement le cratère, on pense qu'il a 5-10 millions d'années, il est très difficile à dater. Toujours est-il qu'avant 5-10 millions d'années, il y avait des montagnes à cet endroit-là. Et à un moment donné, il y a eu un impact, imaginez-vous un caillou de 2-3 km de diamètre qui est arrivé et qui a fait un cratère de 50 km de diamètre. Il a détruit toutes les montagnes qui étaient là et il en a fait de nouvelles. Et toutes les montagnes qui sont aux alentours, là, eh bien, ce sont les bords du cratère d'impact. Et donc ça, c'est assez incroyable parce que quand vous êtes à l'intérieur du cratère, toutes les montagnes que vous voyez là en haut, hein, en blanc, eh bien, ce sont les bords du cratère. Alors ce cratère, on a fait donc une expédition en 2011, et donc on a fait un petit film. Alors voilà quelques images. Ça c'était donc c'est un film qu'on mettra bientôt en ligne. Et donc ce cratère d'impact, en fait, alors le Tadjikistan, hein, c'est un petit pays de l'Union soviétique, hein, qui est maintenant indépendant, mais qui est très pauvre et qui est finalement un peu difficile d'accès. Et donc on a pu réaliser une mission de terrain là-bas, voilà, donc le cratère Karakoul, hein, qui est un endroit tout à fait incroyable. Et donc à l'intérieur, on a retrouvé beaucoup de dépôts sédimentaires et tout ça, parce qu'effectivement c'est un immense lac où tous les sédiments se jettent, mais c'est surtout qu'on a réussi à trouver, notamment au centre du cratère, eh bien, toutes les roches, les Shattercones, les brèches d'impact et tout ça, qui montrent que Karakoul est certainement le dernier gros impact à la surface de la Terre à s'être formé il y a 5-10 millions d'années. Donc c'est tout à fait incroyable. On a ramené 40 kg de roches, hein, et qu'on a pu analyser en laboratoire. Et voilà, la timeline c'est par Jean-Luc Deméen, pour ceux qui le connaissent, hein. C'était l'éclipse de lune vue sur le lac Karakoul. Et donc voilà, c'est un film qu'on a présenté en 2012 et qui sera bientôt, je pense, dès que la publication scientifique sera publiée, on mettra le film total en totalité sur le net. Donc ce cratère, hein, c'est un endroit assez incroyable. On veut évidemment y retourner parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais c'est ce que je disais aux étudiants cet après-midi. Malheureusement, aller au Tadjikistan, c'est pas simple. Deuxièmement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est éventuellement aller forer au fond du lac, mais aller forer à 4000 mètres d'altitude, c'est pas simple non plus. On voulait faire une mission aéroportée, mais amener un drone au Tadjikistan, c'est pas simple. Et puis, on voulait utiliser un hélicoptère. Malheureusement, l'hélicoptère qu'ils ont, il passe pas le col à 4800 mètres d'altitude. Du coup, on est un peu embêté. Et du coup, on ne sait pas exactement comment on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer
à l'étudier. Alors pour ces cratères, la question par exemple qu'on s'est posée naturellement, quand vous avez un cratère de 50 km de diamètre qui se forme, il y a 5-10 millions d'années, je vous rappelle, à Toumaï, les premiers hommes, les premiers hominidés, c'est à peu près 5 millions d'années. Du coup, peut-être que Toumaï a vu Karakoum se former, on peut rêver. Toujours est-il qu'on peut, on peut se demander quelles ont été les conséquences d'un tel impact finalement si récent. Pour l'instant, on ne va pas pouvoir y répondre vraiment parce qu'on n'a pas pu dater précisément le cratère. Pour le dater, il va falloir trouver ces roches fondues qui sont certainement enfouies en profondeur, en dessous des sédiments du lac. Donc bon, c'est problématique. Toujours est-il que c'est toujours intéressant de faire le lien entre les cratères et notamment les extinctions d'espèces. La plus connue d'extinction, c'est la fameuse extinction entre le Crétacé et le Tertiaire il y a 65 millions d'années. Alors il y a eu des bagarres tout à fait incroyables pour essayer de trouver l'origine de cette extinction. Alors certains disent que c'est le célèbre cratère d'impact Chicxulub qui s'est formé dans la presqu'île du Yucatan, qui est un cratère d'impact de 250 km de diamètre, donc assez incroyable. Et puis d'autres disent, non, c'est du fort volcanisme qui a formé les fameux trappes du Décan. Aujourd'hui, le consensus dit quand même plutôt que c'est le cratère d'impact. Donc pour cette extinction-là, qui notamment a fait disparaître les dinosaures, mais aussi 70% des espèces, eh bien c'est certainement donc l'origine de l'impact. Mais c'est vrai que durant les 500 derniers millions d'années, il y a eu 5 grosses extinctions, et d'autres petites. Et c'est vrai que dans certains cas, pour l'instant, on n'a pas vraiment de cratère d'impact qui coïncide avec toutes ces extinctions. Et dans certains cas, effectivement, ça a été montré que les trappes volcaniques, qu'est-ce que c'est les trappes? C'est pendant plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années, des accumulations de lave et des émissions de lave tout à fait incroyables qui va évidemment modifier, complètement bouleverser le climat. Donc la question reste ouverte et c'est certainement peut-être un petit peu des deux, un mélange de trappes volcaniques et de cratères d'impact. Donc voilà les deux responsables. Ça c'est Chicxulub. Alors vous voyez que les couleurs sont un peu bizarres, ça c'est en fait une reconstitution en profondeur parce qu'en fait le cratère Chicxulub dans la presqu'île du Yucatan n'est pas visible à la surface, il a été complètement rempli par des sédiments et donc en fait on l'a trouvé par notamment gravimétrie, en fait on mesure les anomalies de gravité en profondeur et on a pu retrouver cette structure d'impact. Après on a pu forer, on a retrouvé plein d'éléments qui montraient que c'était un cratère d'impact et qui a eu lieu, qui s'est formé il y a 65 millions d'années. Là, l'autre, c'est un cratère Manicouagan, 210 millions d'années, qui pourrait être éventuellement à l'origine d'une extinction entre le Jurassique et le Trias. Donc tout ça reste encore à démontrer, c'est encore largement débattu. Alors on va quitter un petit peu la Terre pour parler un petit peu des cratères sur les autres planètes. Naturellement, voilà la Lune, vous voyez que tous les petits ronds jaunes, ce sont des cratères d'impact à la surface de la Lune. Donc effectivement, le jeune homme avait raison tout à l'heure, il y a des millions de cratères, et ces cratères, pour la plupart, sur la Lune, se sont formés, je vais dire, entre 3 et 4 milliards d'années. Et notamment les plus gros, vous voyez les gros cratères, là où il y a du bleu, et bien c'est ce qu'on appelle les mers lunaires, ces zones un peu sombres quand vous observez la Lune. Et bien ces mers lunaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la lave qui est venue remplir les plus gros bassins d'impact après leur formation. Donc sur la Lune, vous avez des bassins d'impact qui peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de diamètre. Donc ce sont de très gros bassins d'impact. Et ce qu'on s'amuse à faire en géologie, c'est compter les cratères. Parce que quand on regarde les surfaces des planètes, eh bien, grâce à la densité de cratères, on peut savoir si un terrain est jeune ou vieux. Un terrain qui est très très cratérisé, eh bien, ça va être un terrain très ancien qui s'est formé il y a 3-4 milliards d'années. Un terrain où il n'y a pas de cratère, c'est un terrain plutôt récent, qui va avoir quelques centaines de millions d'années. Et du coup, on s'est demandé, dans les années 70, comment on allait pouvoir, sans aller à tous les endroits sur la Lune, dater les roches. Et en fait, on a trouvé une solution. Alors, évidemment, il y a des incertitudes, mais c'est quand même une bonne méthode. C'est de ramener d'abord les roches lunaires. Vous savez que dans les années 70, entre 69 et 72, il y a eu 12 hommes qui ont posé le pied sur la Lune et ils ont ramené 400 kg de roches. Et ces 400 kg de roches, eh bien, en les ramenant sur Terre, on a été capable de les dater. Donc, avec des méthodes radioactives. Et du coup, en datant ces roches, eh bien, on a pu montrer que
les roches avaient une datation comprise entre 3,2 et 3,8 milliards d'années. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est compter le nombre de cratères à tous les endroits où on avait extrait les roches, et on a relié en fait le nombre de cratères et la datation. Et donc il y a eu des relations tout à fait bien marquées entre eux, tout simplement montrant que les terrains les plus jeunes avaient des densités de cratères beaucoup plus faibles. Et donc aujourd'hui, eh bien, quand on compte les cratères, en fait on s'amuse à compter les cratères de différents diamètres, à compter le nombre, et en fait vous avez des lois comme ça qui sortent. Les terrains les plus vieux sont ceux-là, ceux qui sont les plus hauts, c'est-à-dire ceux qui ont le plus grand nombre de cratères, et pour toutes les tailles de cratères. Et les terrains les plus jeunes, eh bien, c'est ceux qui vont avoir le moins de cratères. Et donc, du coup, grâce à ça, on est en mesure de calculer l'âge des surfaces de la Lune, de Mars, et de tous les corps, en fait, qui sont cratérisés. Alors là, voilà 3 exemples de gros impacts aussi à la surface des planètes. Vous avez sur Mars, alors Mars a des couleurs un peu bizarres, ça vous montre la topographie de Mars, avec donc en rouge les altitudes élevées et en bleu les altitudes très basses. Et vous voyez le gros rond bleu, la grosse structure en bleu en bas, et bien c'est ce qu'on appelle le bassin d'impact d'Hélas. C'est un cratère d'impact de 2500 km de diamètre. Donc 2500 km de diamètre, vous imaginez, c'est quasiment un astéroïde de 100 km pour faire ce genre de structure. La Callisto, satellite de glace de Jupiter, eh bien vous voyez cette immense structure aussi, vous voyez des anneaux concentriques. Alors, cette structure en anneaux concentriques, elle est vraiment propre au fait que la croûte de Callisto est riche en glace. Et donc vous allez avoir, grâce à ça, vous allez être en mesure notamment de connaître un peu mieux l'épaisseur de la couche de glace sur Callisto. Et puis sur Mercure, pareil, bien moins marqué mais très vieux, et qui a été bien détecté lors des dernières missions, c'est le bassin Caloris, qui mesure aussi plus de 1500 km de diamètre. Donc vous voyez que les bassins d'impact, il y en a des gros bassins, il y en a énormément. Et puis si vous regardez, si vous vous amusez à compter les cratères d'impact sur les autres planètes, notamment sur Mars, vous allez voir que vous allez avoir plus d'1 million de cratères supérieurs à 100 mètres de diamètre. Et sur Mars, en regardant ça, en regardant la dispersion, vous pouvez vous amuser à voir quels sont les terrains jeunes ou terrains vieux. Par exemple, vous allez voir que toute cette partie dans le sud, là, très riche en cratères, ce sont des terrains vieux qui sont formés entre 3 et 4 milliards d'années. Et dans l'hémisphère nord, vous voyez que le nombre de petits points rouges est plus faible, et du coup, moins de cratères, des terrains plus récents, et du coup, toutes ces plaines de l'hémisphère nord où il y a très peu de cratères sont des terrains qui se sont formés il y a quelques centaines de millions d'années, et qui sont des terrains, on a pu montrer que c'était des plaines volcaniques qui se sont formées bien tardivement. Alors, quand vous regardez une surface, par exemple, si vous comparez 2 images sur Mars, qui ont la même échelle, vous voyez que la structure elle est complètement différente. À droite, vous avez un terrain très très vieux, avec beaucoup de cratères, donc un terrain qui va s'être formé autour de 3-4 milliards d'années. Et puis à gauche, pas de cratères, là vous allez avoir effectivement un terrain qui a été renouvelé, un peu comme sur Terre. Alors sur Terre, évidemment, il y a la tectonique, les plaques, sur Mars, il n'y a pas de tectonique, mais vous allez avoir énormément d'autres processus, comme effectivement l'eau. Vous savez que sur Mars, il y a eu une forte activité fluviale pendant plus de 500 millions d'années au moins. Donc il y a eu de l'eau, il y a eu des sédiments, vous avez eu des lacs, certainement peut-être des océans, vous avez aussi des sédiments qui sont transportés par le vent, et donc tout ça a fait que les cratères, les gros cratères qu'il y avait à une époque sur cet endroit-là, ils ont été effacés complètement, et donc nous montrent finalement un terrain beaucoup plus récent. Et donc, si on compare la densité de cratères, et comme je vous montrais tout à l'heure, les terrains vieux, ce sont les terrains qui sont avec le plus grand nombre de cratères, et les terrains jeunes, ce sont les cratères qui ont le plus petit nombre de cratères. Alors, à quoi ça sert tout ça de compter les cratères? C'est d'essayer de donner des âges. Alors, évidemment, les barres d'incertitude vont être assez importantes, mais ça nous permet quand même de nous donner une idée. Par exemple, vous avez peut-être vu, je ne sais pas, dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir, c'est l'espace, que l'activité volcanique, par exemple, on considérait que la dernière activité volcanique sur Mars avait eu lieu il y a 150 millions d'années, 200 millions d'années. Ça, comme on a fait, on a compté les cratères, on a fait des relations avec notamment les roches, avec la datation qu'on avait fait sur la Lune, et donc on a pu dater, par exemple, ici vous avez le mont Olympus, donc le plus gros volcan du système solaire sur Mars, qui fait 27 km de haut, donc c'est un gros machin.
27 km de haut, hein, donc l'Everest, avec ses petits 9 km, on est loin. 700 km de large, hein, donc c'est quand même un truc très balèze. Et si vous regardez le sommet, hein, la caldeira, là où la lave est sortie, eh bien, vous voyez différentes calderas, qui ont différentes bouches volcaniques. Et donc on a pu comparer les différentes bouches et montrer quelles ont été les dernières actives et montrer quand est-ce qu'a eu lieu la dernière activité volcanique de ce volcan. Et donc a priori sur Mars aujourd'hui, on pense qu'il n'y a plus d'activité volcanique, on n'en est pas sûr, hein, parce qu'il y a peut-être des petits phénomènes de ci de là qu'on ne peut pas constater puisqu'on n'a pas une surveillance continue de la planète Mars, mais globalement Mars est aujourd'hui une planète quand même plutôt intense. Alors on a fait la même chose sur Vénus. Alors Vénus, on s'est amusé à regarder effectivement les cratères là, de plus de 10 km et vous voyez que la répartition des cratères semble assez uniforme. Et du coup, on a moins de cratères que sur la Lune, moins de cratères que dans l'hémisphère sud-martien. Et donc, a priori, sur Vénus, il semble y avoir eu un processus global qui a renouvelé la surface de Vénus. Et c'est vrai que si vous avez passé vos vacances là-bas, vous voyez hein, à quoi ça ressemble. Pas de petites fleurs, pas de forêt, pour vous accueillir. Hein. La planète Vénus, hein, je vous rappelle, c'est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Vous arrivez, c'est 450 degrés. 50 km de nuages au-dessus de votre tête, la météo elle est très simple, hein, nuages tous les jours, vous ne savez même pas que les étoiles, le soleil existent, bref, c'est fort sympathique. Mais c'est vrai que quand vous regardez bien la géologie de Vénus, vous voyez de ci de là plein de volcans. Des volcans qui ont craché de la lave certainement pendant pas mal de temps et qui ont resurfacé bien, une grosse partie de la surface de Vénus. Du coup, Vénus, voilà, c'est une planète certainement aussi éteinte, même si on a encore des doutes, parce que, pareil, on ne voit pas forcément de grosses modifications, mais on pense qu'elle est éteinte. Mais toujours est-il qu'il y a eu, sur Vénus, eh bien, une forte activité volcanique. Et puis voilà, c'est pas forcément... Aujourd'hui, c'est en tout cas pas un bon endroit pour s'y rendre. Il y a eu 2 sondes qui se sont posées, hein, les sondes Venera, et en plus de 10 minutes, 15 minutes, elles étaient mortes, hein, parce que évidemment les conditions étaient complètement infernales. Autre point sur les cratères d'impact, ce sont les impacts sur les planètes géantes. Parce que sur les planètes géantes, on peut voir aussi des cratères d'impact. Naturellement, il n'y a pas de surface solide, hein, parce que globalement Jupiter, hein, c'est 150 000 km de diamètre, et c'est quand même une grosse partie du gaz. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des impacts dans cette atmosphère assez massive. Alors, l'impact le plus connu sur Jupiter, hein, c'était l'impact de la comète Shoemaker-Levy en 1994. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu, mais en tout cas, ça je suis jaloux parce que je ne l'ai pas vu. Et toujours est-il que des impacts sur Jupiter, il y en a régulièrement. Aujourd'hui, maintenant, de la même façon que je vous ai expliqué sur la Lune, eh bien, on a des caméras vidéo qui nous permettent de suivre en pseudo-continu Jupiter, et régulièrement on voit de petits flashs d'impact qui ont lieu à la surface de l'atmosphère de Jupiter. Et là, dans ce cas-là, par exemple, hein, vous voyez, il n'y avait rien ici. À un moment donné, vous avez l'impact, là vous avez une espèce de formation circulaire, et puis en fait, vous avez cette espèce de matière noire là, qui apparaît. Alors il semblerait qu'au moment de l'impact, en fait, l'objet va rentrer dans l'atmosphère, va sortir des espèces d'aérosols de poussière qui sont à l'intérieur de l'atmosphère, va les soulever, et ces poussières vont aller se reposer sur la haute atmosphère de Jupiter. Donc aujourd'hui, hein, c'est important de surveiller les planètes géantes, parce que naturellement le flux d'impact sur Jupiter n'est pas le même que sur celui de la Lune ou sur celui de Mars. Et si on veut comprendre l'histoire géologique, notamment des corps glacés, des satellites glacés qui orbitent autour de Jupiter, de Saturne et des autres corps, eh bien, effectivement, il faut essayer de suivre un petit peu ces planètes géantes. Alors voilà, hein, par exemple, deux grandes différences de structure entre 2 satellites de Jupiter. 2 satellites de Jupiter très connus, hein, Europe et Callisto. Hein, vous savez que les plaques célèbres, c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et Europe et Callisto, si vous regardez leur surface, eh bien, elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir, hein. Vous voyez que Callisto est complètement parsemé de milliers de cratères d'impact aussi, donc là, qui montre que la surface glacée de Callisto elle est très très vieille. Et si vous regardez sur Europe, vous avez une structure complètement striée avec quasiment pas de cratères d'impact. Alors Callisto, c'est l'un des satellites les plus éloignés de Jupiter,
et Europe l'année plus proche. Et en fait, on s'est rendu compte que Jupiter, avec sa grosse masse, eh bien, avait un effet gravitationnel avec des forces de marée importantes qui va déformer la structure d'Europe et va casser la glace et faire toutes ces structures striées. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça fait? En fait, on pense que, je vous le rappelle, hein, ces corps glacés, ces satellites, c'est quasiment que de la glace d'eau. Et il y a une grosse hypothèse, c'est qu'en dessous, en profondeur eh bien, de cette couche de glace d'eau, il y a potentiellement eh bien, un océan liquide sous la surface. Alors je dis potentiellement, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment observé. Toujours est-il qu'avec quelque chose qu'on sait, c'est que quand ces structures striées se forment, il y a certainement de l'extension, là on casse la glace, et il y a certainement quelque chose de liquide qui vient de profondeur et qui vient regeler à la surface, et qui vient finalement enlever tous les cratères d'impact qui sont formés auparavant. Et du coup, ne pas avoir de cratères d'impact, ça montre qu'il y a quelque chose d'actif à la surface d'Europe, un processus qui va finalement, qui existe aujourd'hui et qui a tendance eh bien, à renouveler la surface. Alors ce processus, hein, on l'observe aussi sur un autre satellite de Saturne, c'est Encelade. Encelade qui, si vous le voyez bien, hein, ça a été des belles observations là, des dernières années. Vous voyez que sur Encelade, il y a des zones où il y a beaucoup de cratères d'impact, et puis d'autres où complètement lisses. Là, vous avez ce qu'on appelle les griffures du tigre, appelées comme ça, et ce sont des zones où il n'y a pas de cratère d'impact. Et si on regarde en détail, il y a effectivement, ça semble être des terrains tout à fait récents. Et donc je finirai par cette slide, c'est que sur Encelade, eh bien, on a récemment en fait observé quelque chose de tout à fait particulier, hein, qui montre en fait pourquoi finalement la surface d'Encelade s'est renouvelée et pourquoi finalement il n'y a pas de cratère. Et bien il semblerait que au niveau de ces grandes griffures du tigre, eh bien ça soit la sortie en fait de geysers gigantesques à la surface d'Encelade, hein, de vapeur d'eau qui semblerait s'envoler à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Et finalement, eh bien, nous certainement remonterait peut-être également aussi de l'eau liquide qui viendrait regeler à la surface. Alors évidemment, tout ça, ça reste à vérifier, il y a énormément de choses à faire, hein, des nouvelles observations. Mais vous voyez que les cratères d'impact, eh bien, voilà, l'utilisation est multiple, c'est-à-dire que naturellement, elle est utile pour nous parce qu'on a besoin notamment de savoir quels sont les risques d'impact qui existent sur la planète Terre. Mais en attendant, la connaissance des cratères d'impact eh bien, va finalement nous apporter beaucoup d'informations et finalement pour renouveler, hein, tout simplement, pour connaître et construire l'histoire géologique de notre système solaire. Et naturellement, quand vous comprenez un peu mieux l'histoire géologique de Mars, de la Lune, eh bien, vous comprenez un tout petit peu mieux notre histoire, celle de la Terre. Voilà. Merci. Questions. Alors, on a le droit à quelques questions, si vous voulez. Allons-y. Est-ce qu'on a pu mesurer aussi les conséquences des impacts sur la cinétique de la Terre, c'est-à-dire sa vitesse, son axe de rotation? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Alors, il y a des études, effectivement. Ça bouge d'un chouïa. C'est un peu comme les gros séismes. C'est-à-dire souvent les grandes annonces, hein, quand vous avez eu le séisme de Sumatra en 2004 ou le séisme de Japon en 2011, quasiment les premières annonces avant de dire voilà, ça a fait tant de victimes, c'est l'axe de rotation a bougé de 0,4 mm. Bon. C'est quasiment peanuts, hein. Vraiment, ce sont de tout petits décalages. Alors après, là je vous parle de cratères peut-être effectivement qui mesurent quelques dizaines de kilomètres sur des très gros impacts. On ne sait pas encore vraiment. Quand je vous parle du bassin Hélas par exemple qui mesure 2500 km sur Mars, la conséquence de sa formation c'est encore très incertain parce que qu'est-ce qui a été modifié dans la dynamique interne de la planète? Est-ce qu'il y a eu quelque chose
qui a complètement... Il y a une hypothèse bon, qui est pas encore, qui est loin d'être... qui fait pas du tout le consensus, hein, mais pourquoi pas, c'est est-ce que Bassanala-Della a modifié par exemple le volcanisme sur Mars et aurait par exemple déclenché du volcanisme sur Tarsis vers le mont Olympus, ça c'est pas impossible. On sait que dynamiquement il y a eu des... On sait que dynamiquement les planètes ont connu de temps en temps ce qu'on appelle je sais pas en français, une inclinaison des pôles en fait, qui a complètement modifié l'axe. Sur Uranus, on sait qu'Uranus tourne à l'envers, qu'il y aurait peut-être eu effectivement aussi un impact géant. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses, mais c'est vrai que c'est encore des choses très 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 débattues. Mais pour les petits, non, il n'y a vraiment pas de décalage. Une autre question? Vous avez affirmé que sur Mars, il n'y avait pas de tectonique des plaques. Quelle preuve on en a? On a que... on a cherché les mêmes preuves que ce qu'on avait sur Terre, donc déjà, ça c'est-à-dire que notamment la tectonique des plaques sur Terre a été mise en avant fortement avec le magnétisme, le paléomagnétisme sur les océans. Donc on a pu mesurer le magnétisme sur Mars, et on a vu qu'il y avait un champ magnétique très vieux qui montre en tout cas aucune structure montrant une tectonique en tout cas semblable à celle de la Terre. Sur la géologie martienne quand même est relativement beaucoup plus simple que celle de la Terre, hein, sur tout l'hémisphère sud. Hein, je vous le rappelle, les terrains sont vraiment très très vieux, 3-4 milliards d'années. Et du coup, il y a eu, on le voit bien, il n'y a aucune structure de faille, il y a des failles, mais c'est vraiment des systèmes de failles très locaux, qui n'ont rien à voir avec la tectonique qu'on observe sur Terre. Sur Vénus, je dirais pas la même chose. Sur Vénus, il y a eu des choses qui ont été observées avec des semblants de zones de subduction, des choses qui ressembleraient un petit peu à ce qu'on peut observer à certains endroits sur Terre, même si c'est difficile de parler d'une tectonique globale. Toujours est-il que sur Mars, après de la tectonique, il y en a à l'échelle locale, mais des tectoniques de plaques sur Mars, ça n'a jamais été mis en œuvre. Une question. Oui, est-ce que le fait que sur des planètes, il y ait des zones où il y a plus d'impact que sur d'autres, ne pourrait pas dire d'une autre raison, c'est-à-dire qu'elles ont une face qui est plus exposée que les autres à recevoir des impacts? Non, en fait, ça a été démontré, même sur la Lune, hein, quelque part. Vous regardez sur la Lune, alors sur la Lune, il y a un effet qui est assez important, c'est qu'on voit des mers lunaires sur la partie visible, parce qu'il y a certainement un effet de la Terre, mais si vous enlevez les mers lunaires, vous comptez un nombre de cratères tout à fait semblable. Alors il y a quelques petites dissymétries qui peuvent être effectivement liées à un côté exposé, mais c'est vraiment négligeable. Et sur Mars, sur tous les grands processus géologiques, on n'a aucun doute. C'est-à-dire que quand on voit sur Mars les processus qui ont érodé les cratères ou les plaines volcaniques qui ont tout enlevé, là il n'y a aucun problème. Après, par exemple, c'est ce genre de questions qu'on se pose sur les micro-impacts. C'est-à-dire que sur les petits impacts, oui, il pourrait y avoir un effet. Sur les très très gros, non, parce que statistiquement, sur l'histoire géologique, l'objet, en fait, il en vient de partout, et c'est comme les corps tournent également, il n'y a pas de vis-à-vis de ça. Une dernière question, Marc. Allez, hop. C'est pas tout à fait une question qui a un rapport avec les astéroïdes, enfin les météorites. Il y a une lune je crois que c'est de Jupiter, je sais plus, peut-être je sais plus comment elle s'appelle, qui a une face sombre et une face claire, de Saturne, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Japet. Et alors il y a une hypothèse qui consiste à dire que ce satellite, en tournant autour de sa planète, ramasse les poussières et du coup, il est plus sombre d'un côté devant que derrière, comme une voiture avec les bouchons devant. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans là.
C'est une des hypothèses, hein, effectivement, et c'est des interactions entre les différents satellites, en fait, où il y en a certains qui perdent de la matière, d'autres qui récupèrent. Après, c'est à ce niveau-là, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est pas lié à des impacts, c'est-à-dire que c'est plus, effectivement, au niveau des vitesses, hein, tout va dépendre des vitesses relatives, et a priori, c'est plutôt quelque chose qui, effectivement, il va y avoir de la collision, mais ça ne sera pas des impacts avec, a priori, pas de cratère d'impact. Mais c'est vrai que ce genre de choses... Alors, en général, tout ce genre de questionnement, c'est vrai que comme on n'a pas d'image haute résolution de ces petits corps, à la couleur d'astéroïdes, par exemple, ou après à tous les effets dynamiques, et c'est en général beaucoup les dynamiciens qui vont essayer de raconter tout ça, et comment on explique ce genre de phénomène. Alors, une dernière question ici, voilà. C'est possible qu'un astéroïde tourne autour d'une planète, qui vienne en orbite autour d'une planète? Oui, alors tout à fait. Alors c'est certainement le cas dans plein de cas. Par exemple, si je reprends le cas de la planète Mars, la planète Mars a 2 satellites qui s'appellent Phobos et Deimos, hein, c'est des petits cailloux de 20-40 km de diamètre. Et a priori, hein, il y a une forte chance que ça soit des astéroïdes qui aient été capturés par Mars. Tout n'est pas expliqué, mais c'est vrai qu'en tout cas ça y ressemble. Sur tous les planètes géantes, hein, on voit des choses qui ressemblent aussi à des astéroïdes. Après évidemment les astéroïdes, hein, ça dépend où on est là, comment on le définit, hein, mais c'est vrai que sur pas mal de petits corps, hein, même des astéroïdes peuvent avoir des astéroïdes en orbite, hein, on a plusieurs astéroïdes, des binaires, des triples, hein, des astéroïdes qui tournent. Il y a même une découverte qui a été faite l'année dernière. Je suis pas sûr que ça a été encore le papier est sorti, mais en tout cas c'est quand même, ça va être, je pense, quelque chose qui va faire grand bruit. Donc du coup, vous allez peut-être l'apprendre ce soir, mais pour la première fois, on a trouvé des anneaux autour d'astéroïdes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, notamment un astéroïde qui s'appelle Chariclo. Et une équipe de l'Observatoire de Paris a mis en évidence la présence de 2 anneaux autour d'un astéroïde. Et ça, c'est assez incroyable pour l'instant. Je crois que le caillou fait quand même 200-300 km. C'est Chariclo, je crois que c'est 300 km de diamètre. C'est déjà un truc. Ouais, c'est un bon morceau, mais bon, déjà imaginez quand même un anneau de matière autour d'une planète tellurique. Imaginez-vous, hein, on ferait du hula hoop autour de la Terre, là, ça serait sympa, mais alors autour d'un petit corps de 300 km, c'est pas si simple. Donc c'est vrai que des choses, hein, comme ça, des petits corps qui tournent autour d'autres, des astéroïdes qui sont capturés, il y en a certainement pas mal. Et c'est vrai que même, hein, on a des satellites, j'irai même plus loin, il y a des satellites qui viennent autour de la Terre, qui font un tour et qui s'en vont. Alors il y a des satellites qui restent très peu de temps, hein, une orbite et qui vont repartir. Donc sans le savoir, on a des satellites naturels qui viennent et qui repartent. Donc voilà, et puis vous avez certainement entendu parler de ce projet de la NASA, donc évidemment qui a l'échelle du projet, mais l'idée c'était de capturer un petit astéroïde, de le ramener en orbite terrestre, et puis de pouvoir l'étudier en orbite terrestre. Bon, alors ça fait partie des projets incroyables de la NASA, mais bon, ils sont fous, mais ils sont pas compétents, donc si qu'ils le fassent, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est vrai que les astéroïdes, il y en a un peu partout. Merci, donc on va s'arrêter là. Une dernière chose avant de partir, c'est que on a vu qu'il y avait un cratère qui pouvait former un relief, donc il y a plusieurs manières de former des reliefs, dont la tectonique. Et en Bourgogne, la tectonique nous a gâtés, donc je voulais pas que vous partiez sans un petit produit de la côte. Voilà. Merci pour cette belle conférence. Merci.